Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Dominique Salamin, je suis professeure à la HECSO Valais en filière informatique et en filière économie. Et à côté de ça, je dirige le centre e-learning de la HECSO de Suisse romande ou de Suisse occidentale, comme on doit le dire. Et dans ce cadre, j'anime un petit laboratoire de recherche qui s'appelle Enhanced Student Laboratory, où l'idée c'est de voir quel est l'impact des technologies innovantes sur l'apprentissage pour les générations, entre guillemets, nouvelles générations, telle la génération Z. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été sollicité pour vous faire une présentation euh, sur cette fameuse génération Z, dont on ne sait pas trop qui c'est, et qui peut-être, après ma présentation, vous aurez quelques éléments de plus. J'ai intitulé cette présentation Génération Z et école, clash ou clap, pour avoir un titre un peu punchy pour vous réveiller déjà le matin, puisque c'est la première chose qu'on va voir. Ce qui est intéressant, pour nous, je vais un petit peu trop vite. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir qu'est-ce que c'est déjà la génération Z. Alors en gros, ce sont les gens qui sont nés à partir de 1993 et plus proche de nous. Ça cadre déjà le genre de personnes, disons, auxquelles on fait allusion. Ces personnes ont un profil particulier. Les gens de cette génération, si on agrège, disons, toute la génération, évidemment, nous, on en connaît, et puis peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait comme ça, mais là, c'est des éléments qui sont un petit peu agrandis. Donc, en gros, ces gens sont particulièrement sociaux, multitâches, entrepreneurs, éduqués. Vous voyez que 1 sur 2 aura été à l'université ou en HES durant sa vie professionnelle. Vous remarquez aussi la partie qui est en haut, 93% choisissent leur employeur en fonction de son impact sur le monde. Ça rejoint un petit peu ce que le directeur a mis en avant tout à l'heure. Et 72% souhaitent à terme lancer une start-up. Donc des points qui sont assez intéressants pour montrer cet esprit entrepreneur par rapport à ce qu'on a dit. Ce sont également des gens, et c'est peut-être leur principale caractéristique, ce sont des gens qui sont nés avec... quand ils sont nés, Internet existait déjà, et ils ont une habilité naturelle à utiliser la technologie. Alors je vous entends déjà penser que oui, ils savent faire, mais alors c'est sûr qu'il y a des éléments liés à la technologie, notamment aux impacts des technologies, qui doivent encore être, disons, ils doivent être éduqués à ça, parce que c'est pas parce qu'on sait mettre des photos sur Internet hyper naturellement qu'on sait qu'est-ce qui se passe avec notre photo et pourquoi on la prend, mais c'est quand même assez frappant d'être la première génération qui est vraiment née après l'arrivée des technologies. Ce sont des gens qui donc savent travailler de manière interactive et ont une faible capacité d'attention continue. Si vous regardez les chiffres que je vous ai indiqués ici, eh bien vous voyez que ce sont des personnes qui vont utiliser 3 à 5 écrans en même temps. Ça veut dire qu'ils vont peut-être faire un travail sur l'ordinateur tout en textotant, enfin voilà, avec leur téléphone mobile, et tout en ayant peut-être une tablette sur laquelle ils regardent une série, en ayant plusieurs écrans à la fois. Leur premier réflexe, lorsqu'on leur donne un sujet, lorsqu'on leur présente une personne, eh bien leur premier réflexe, je ne sais pas si ça a été votre réflexe à vous aussi, mais leur premier réflexe, c'est de googliser les personnes ou les sujets, et particulièrement aussi de les googliser en classe pendant qu'on enseigne, pour s'assurer que éventuellement les chiffres qu'on donne sont les bons chiffres, ce qui donne parfois lieu à quelques petites discussions intéressantes. Un taux d'attention continu qui est inférieur à 8 secondes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut changer sa 8 secondes d'activité, hein, mais ce sera tout l'objet de cette présentation que j'ai prévue ce matin, c'est de vous montrer à quel point la technologie et la manière de consommer la technologie impactent sur l'attention de manière générale, et particulièrement sur l'attention continue. Nous, on est dans le temps long, avec des périodes d'enseignement qui sont relativement longues, peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure et demie, ça dépend à quel niveau vous enseignez. Eux sont dans des périodes d'attention qui sont extrêmement courtes et qui sont extrêmement saccadées, si on peut dire ça comme ça. Alors, identité fluide.
La possibilité de changer de genre n'est plus quelque chose qui est complètement étrange. On voit là Jamie qui a filmé jour par jour sa transformation de fille à garçon en time-lapse. Ce qui est intéressant ici, c'est l'aspect fluide, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux et de voir aussi la technique qu'il a utilisée pour montrer sa transformation, le time-lapse, qui est quelque chose d'extrêmement bref, extrêmement rapide, extrêmement court. En 2019, toutes les activités sont appareillées. Donc ça veut dire que toutes les activités que peut faire une personne de cette génération, et du reste de nos générations aussi, hein, ce n'est pas interdit d'utiliser les écrans nous-mêmes, mais si vous regardez, tout est appareillé. J'ai donné une conférence similaire il y a peut-être 3 ans en arrière, et je disais encore qu'il n'y avait que 2 activités qui n'étaient pas encore appareillées, c'était le sommeil et puis le sexe, et c'est fini. Toutes les activités sont potentiellement appareillées. Par appareillé, j'entends, on peut utiliser des applications mobiles ou autre chose pour faire un certain nombre d'éléments. Donc le téléphone mobile est devenu très important. Alors 98% de cette génération utilise un smartphone. Particulièrement dans les pays occidentalisés, c'est clair que si on se déplaçait sur des pays qui viennent du continent africain ou qui viennent de l'Asie, peut-être, selon certains pays, on n'aurait pas ces chiffres. Mais disons, en gros, les chiffres, c'est ça. 85%, et ça c'est un point très important pour nous aussi, 85% de cette génération s'informe au niveau des news, ce qui se passe dans le monde, via les réseaux sociaux, et non plus via les supports classiques que sont la télévision, le téléjournal, ou que sont les journaux au sens large du terme. 50% de cette génération passe 10 heures par jour sur les écrans, ce qui est considérable, dont 6 heures sur un support de type mobile. C'est bien ou c'est mal, c'est pas la question. Pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est vraiment de voir que cette modification, cette manière de consommer l'information, eh bien, elle va justement modifier, au fond, la cognition, elle va modifier la manière dont les gens réfléchissent et apprennent. Vous voyez que la génération Z, dès 2020, c'est 2,56 milliards de personnes dans le monde, donc ça fait un certain nombre d'étudiants parmi eux. Ces étudiants, ces personnes issues de cette génération, eh bien, vont avoir de nouvelles habitudes cognitives. Certains points sont, vous avez là plusieurs choses. Un point qui est assez important, c'est celui-ci, le par cœur considéré comme inutile. De leur point de vue, la mémoire est externalisée sur Internet. Pourquoi retenir je ne sais pas, les verbes anglais, les verbes irréguliers anglais, ou je ne sais quel élément qu'on devrait apprendre par cœur? Pourquoi retenir des théories aussi, ou des dates par rapport à des personnes qui sont nées à une époque ou à une autre, alors qu'en fait, tout est sur Internet et qu'il suffit de 2-3 clics pour travailler aisément. Vous voyez aussi un point important ici, tout ce qui est vidéo et images et son plutôt que texte. Je parlerai un petit peu plus tard du statut du texte, qui est un point qui est assez intéressant pour ce qui nous concerne. L'apprentissage doit être instantané, pertinent et fun. Et puis, hélas pour nous, ne croit plus vraiment les profs. Donc le prof n'est plus un prescripteur de savoir. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué. On a quelque chose qui est beaucoup plus diffus, avec justement cette capacité d'aller sur Internet et de voir, je ne sais pas, un YouTuber qui dit quelque chose et qui paraît aussi pertinent que ce qu'a dit le professeur en classe ou ailleurs. C'est la première génération qui dit, dans des études, s'ennuyer sur son smartphone. S'ennuyer sur son smartphone, pourquoi? Pour différentes raisons, mais notamment par un mécanisme d'addiction. Vous avez les notifications, ces notifications, donc ces petites pastilles rouges qui vous disent que vous avez reçu quelque chose. Les notifications, eh bien, elles créent l'attente, elles créent l'envie. Et puis ensuite, pour avoir plus d'excitation mentale, en quelque sorte, ce qui est un peu le but recherché, eh bien, il faut passer plus de temps et interagir plus, etc. C'est aussi une génération qui est largement soumise à la publicité sur les réseaux, peut-être que nous aussi, mais on passe peut-être moins de 10 heures par jour là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit là? La mise en place d'un mode de lecture discriminant, de façon à éviter la publicité et à éviter la redondance d'informations.
Vous savez tous que lorsqu'on s'est commandé des chaussures chez Zalando, eh bien après, lorsqu'on va sur Internet et qu'on n'a pas bloqué les ads, comme on dit, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va avoir plein de publicités pour justement cette chaussure, bizarrement qu'on vient d'acheter, ou cette veste. Et on a tendance, déjà nous aussi, mais encore plus là, à essayer de ne pas regarder ça. Vous aurez aussi, si vous allez parfois sur YouTube, vous aurez aussi remarqué un nouveau genre de publicité qui s'appelle les bumper ads, qui sont des éléments, qui est un format publicitaire de 6 secondes, qui se place avant la vidéo et qui n'est pas skippable, qu'on ne peut pas passer avant que commence la vidéo véritablement. Et bien ce petit format-là a été conçu sur l'analyse de ce type de génération et a été conçu pour être consommé sur mobile. Voilà. Qu'est-ce qui modèle cette génération au fond dans sa manière de se comporter et dans les éléments auxquels ils sont soumis? Eh bien, c'est la génération que personnellement j'appellerais pas la génération de jeux vidéo, ça serait plutôt la génération série télé et plus évidemment télévision. Donc la télévision, c'est plus un support qui est utilisé couramment par cette génération. On voit que le porte-monnaie devient un porte-monnaie électronique. On voit que la part de gens qui sont abonnés à Netflix sur les 15-24 ans, c'est quand même grosso modo 30% de cette part-là, donc c'est assez considérable. On remarque aussi des nouvelles habitudes de consommation. Deezer, SoundCloud, ça veut dire que les gens non seulement n'ont plus de CD, non seulement n'ont plus de lecteur CD, mais n'achètent même pas la musique en ligne comme on pourrait faire nous en achetant sur les plateformes iTunes et compagnie, mais ils vont simplement prendre un abonnement sur Deezer, SoundCloud ou d'autres, et puis s'abonner à la musique et non pas la posséder. Ça crée aussi une différence importante. J'ai parlé tout à l'heure de s'informer sur les news à partir d'autres supports que les supports traditionnels, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Vous constatez ici qu'en France, on a 18 millions de users par mois, quel que soit le support, pour le 20 minutes. Hein, donc le journal 20 minutes, là c'est des chiffres français, qui placent cet élément-là juste derrière le Figaro et juste devant Le Monde. Or, nous tous, je pense, on lit aussi parfois le 20 minutes, mais voilà, on le considère un peu comme un support qui n'est pas très important et pas très intéressant. Pourquoi je cite le 20 minutes? On pourrait en citer d'autres, hein, mais pourquoi? Parce que si vous l'avez déjà parcouru, et spécialement sur le format qui est sur le téléphone portable, vous aurez constaté qu'il y a 2 points très importants à retenir. Le premier point, c'est que l'information est structurée par petits morceaux. Donc on a un titre, un petit chapeau, un petit élément à l'intérieur. C'est très bref, c'est très court et c'est droit au but. C'est bien, c'est mal, c'est autre chose, mais c'est comme ça. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation des nouvelles. Traditionnellement, dans la presse écrite, on a d'abord peut-être les nouvelles internationales, puis les nouvelles locales, et puis enfin les pages des personnes décédées si on est dans le Nouvelliste, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et on a une organisation qui a un suivi logique. Si on regarde le 20 minutes, on n'a pas ce genre de choses. Avec le 20 minutes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, je ne sais pas, un poisson rouge qui a fait un truc extraordinaire en même temps que Donald Trump a dit une énième bêtise et que, je ne sais pas, quelqu'un a lancé une application vidéo formidable. Donc il n'y a pas cette hiérarchisation du savoir qu'on connaît nous. Ça pose un certain nombre de problèmes. Vous voyez des nouveaux réseaux sociaux que peut-être vous ne connaissez pas, comme Curious Cat, qui est un réseau social de type forme asynchrone. Pour une petite célébrité comme vous et moi, on pourrait se mettre sur ce forum et n'importe qui pourrait nous poser des questions à qui on répondrait plus ou moins live. Des applications comme TikTok, qui est une application de montage et de partage vidéo, c'est un réseau social mais qui permet de monter et de partager des vidéos facilement. Et évidemment WhatsApp, qui est un des éléments les plus utilisés. Un petit élément intéressant, c'est la capacité à faire plusieurs choses en même temps. Techniquement, le cerveau n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc le multitâche, c'est faux. Donc cognitivement, le cerveau va faire comme une imprimante, il va faire des listes d'attente avec des jobs en quelque sorte derrière. Mais la sensation que cette génération a, c'est d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. On a ici le community manager de Netflix France, qui dit des choses assez intéressantes en général pour cette génération-là, et qui dit le plus grand super pouvoir de nos jours, c'est lancer une série,
être sur son téléphone et réussir à suivre. Et on voit qu'on a beaucoup de gens qui ont apprécié ça dans cette génération-là. Un point, je ne vais pas lire tous les éléments qui sont là, mais un point qui pourrait être intéressant pour nous pour la suite de notre présentation, c'est l'aspect des séries. Si vous regardez encore des films des années 90 et ensuite, vous allez voir que les plans, c'est-à-dire le moment où on change la caméra, hein, les plans durent en principe 6 à 12 secondes. Ça paraît court comme ça, mais c'est assez long. C'est ce qui rend certains films un peu ennuyeux, un peu lents. Si vous regardez une série sur Netflix ou autre, une série télé, les plans durent 2 à 4 secondes, maximum. Quel est l'impact de cet élément-là? Eh bien, c'est un impact sur la capacité d'attention, c'est un impact sur la distraction, sur le fait d'avoir envie d'avoir des choses qui bougent et qui font. Si vous croisez le fait que les gens passent 6 heures, cette génération passe 6 heures par jour, grosso modo, sur son téléphone mobile, soumis à des notifications constantes, dans l'idée d'être à la recherche d'une gratification en suivant des éléments, etc., avec une habitude de suivre des séries télé avec des plans très courts et avec ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire des espèces de moments de suspense qui viennent tout changer ce qu'on était en train de suivre dans la série, on commence à voir que ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on fait nécessairement en classe. Peut-être vous, oui, peut-être moi pas, c'est à voir. Voilà. Vous voyez, un autre point intéressant dans cette liste, c'est le langage SMS. Le langage SMS, écrire KDO pour cadeau, par exemple, c'est quelque chose qui est venu au départ du fait que les SMS étaient chers et qu'il fallait les payer. Et que ça remonte à longtemps, et que chaque temps de caractère, eh bien, ça générait un deuxième SMS payant. Voilà, donc l'évolution qui s'est faite, je vous mettrai à disposition d'ailleurs un article très intéressant sur l'évolution du langage, de ce langage-là. Eh bien, l'évolution maintenant est ici. JDC, JDR, je dis ça, je dis rien. OKLM, au calme. OMG, oh my god. Et à ce qu'il paraît. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit plus bas que ça, je ne pense pas qu'on pourra aller, hein, parce que là on n'a plus que la première lettre de chaque mot, donc plus bas que ça va être difficile. Et l'autre point intéressant qui vient nourrir ma réflexion sur le fait qu'on a de l'attention qui est découpée comme ça, l'autre point intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de nos jours de faire ça. Parce que les SMS, déjà, plus personne n'envoie de SMS dans cette génération-là, et parce que même Twitter, qui était le seul endroit où on avait diminué la taille des caractères qu'on pouvait faire, parce qu'on pouvait envoyer un message qu'à 120 caractères, a doublé son nombre de messages. Donc la nécessité de découper les choses si petites n'existe pas. Je ne discute pas le fait qu'il y ait un nouveau langage, chaque génération a eu son nouveau langage, ça c'est pas neuf, rien de neuf, mais par contre, la diminution à cette taille-là de langage, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressante. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est la sensibilité de cette génération extrême à la critique. Je citerai un petit exemple tout à fait empirique et personnel. L'année passée, j'ai fait un peu de maïotique avec mes étudiants, donc j'ai posé des questions et j'ai essayé de les accoucher de ce que techniquement ils étaient censés savoir, et tout le monde répondait des choses erronées. Et donc j'étais obligée de leur dire, c'est pas tout à fait ça, il faut encore, est-ce que quelqu'un peut amener quelque chose de plus, etc. Et à la fin, je sentais une espèce d'énervement dans la salle, et à la fin, un étudiant s'est levé, il a dit, j'en ai marre, vous nous insultez. Parce qu'en fait, je les mettais en position de ne pas savoir, quelque part, ce qui était considéré comme quelque chose de critique pour eux. Réseaux sociaux, 45% sont sur Snapchat, 26% sur Instagram, 8% seulement sur Facebook. Et ça, c'est la constellation de tous les réseaux sociaux qui existent actuellement. Donc si vous croyez que les réseaux sociaux, c'était grosso modo, allez, Facebook et peut-être Instagram, eh bien voilà tout ce qui existe. Ça ne veut pas dire que toute cette génération utilise tout cela, mais c'est quand même quelque chose qui est assez frappant, avec autour tous les éléments qui sont réunis par genre, la vidéo, la location, etc. etc.
45% sur Snapchat, c'est intéressant. Snapchat, je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'utilisez ou si vous avez des enfants vous-même, mais Snapchat, c'est un réseau où on partage des petits moments de vie extrêmement brefs et qui, techniquement, disparaissent dès qu'ils ont été partagés. Et on est justement là sur des formats à quelques secondes et non pas des formats à plusieurs minutes. Voyons aussi à quel point les réseaux sociaux sont prescripteurs. Voilà un petit exemple. Une actrice américaine très célèbre que peut-être vous connaissez qui s'appelle Julianne Moore et qui est en bas à gauche sur cette photo. La dame qui est à côté est une personne comme nous tous et elle s'est prise en photo avec et elle a montré à son fils adolescent à quel point c'était excitant d'être sur la photo avec la grande actrice Julianne Moore. Et l'ado, lui, a été intéressé par cette actrice seulement lorsqu'il a vu qu'elle avait 1,3 million de followers sur Instagram. Donc le fait qu'elle était célèbre pour le cinéma n'avait pas d'importance pour lui par rapport aux réseaux sociaux. Alors, on a brossé le portrait de cette génération assez rapidement, puisqu'on n'a pas non plus une journée entière pour faire ça. Voyons maintenant l'école. On a des gens qui visionnent beaucoup de choses sur YouTube et autres plateformes de ce type-là, et qui 70% passent 3 heures par jour à visionner des vidéos sur YouTube. Vous, peut-être formaté par l'institution, et moi forcément, nous, quand on veut chercher une information, on va chercher du texte. On va peut-être chercher du texte sur Internet quand même, et pas nécessairement du texte papier, mais on va chercher du texte. On va peut-être pas dans des livres, voilà. Cette génération va chercher de la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi nous, on ne regarde pas la vidéo comme source première. D'abord parce que peut-être on pense qu'elle n'est pas légitime, mais certainement parce qu'on pense que c'est trop long, parce que l'accès dans la vidéo est séquentiel. On est obligé de regarder toute la vidéo, en principe, pour arriver à l'information qu'on cherche. Cette génération ne cherche pas l'efficacité, nécessairement. Elle cherche à voir des choses tranquillement et à les suivre jusqu'au bout. Juste dire encore quelque chose là-dessus, c'est que c'est la génération tutoriel. C'est la génération qui apprend à se maquiller, on va avoir des tutos sur Internet. C'est la génération qui voudrait savoir comment on fait pour utiliser tel logiciel, va sur Internet voir des tutoriels, etc. Donc au fond, c'est une génération qui apprend tout le temps, mais qui apprend pas nécessairement les choses du sérail, mais qui apprend tout le temps. C'est une génération qui n'écoute plus autre chose, pratiquement plus autre chose que les musiques urbaines. Les musiques urbaines, c'est le rap, le hip-hop et ce genre de choses-là. Et on voit que c'est 80% du marché du disque qui est sur ces musiques-là. Et puis, pour la première fois en 2018, le rap a devancé la variété française par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de citer un grand philosophe du rap qui a parlé de l'école. Il s'agit d'Orelsan, dans Note pour trop tard, et qui dit « L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc, le plus dur, c'est rentrer dedans. L'école est un calvaire, il n'y a pas grand-chose à faire. 3/4 des cours servent à rien. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. » Je citerai toujours ce grand philosophe sur les supports et les diplômes. Fermez vos bibliothèques, on a des PS3, donc console de jeu. Personne ne trouve de travail, même avec un bac +8. Mon livreur de pizza sait réparer des satellites. C'est un peu, j'ai mis ça un petit peu comme ça. C'est le stade de ma présentation où ça doit un peu vous réveiller. Donc voilà pourquoi j'ai mis Orelsan. Mais c'est assez intéressant aussi de relever que quand on dit ça en classe, les étudiants, moi j'ai des étudiants qui sont HES, donc qui sont au tertiaire, mais ils font tous « Ah mais tellement, c'est tellement vrai !» Donc voilà. Voilà, point. Alors revenons sur quelque chose d'un petit peu moins orelsanesque et un petit peu plus scolaire, si on peut dire. Le triangle de Housset, j'imagine que vous connaissez le triangle de Housset, qui est cette manière un peu de modéliser les échanges entre le savoir, si j'arrive à le prendre, le savoir, l'apprenant au sens large, et puis l'enseignant. Ce qui est intéressant, c'est de voir une ligne de fracture entre la partie école, la partie enseignant et la partie savoir et apprenant. Prenons le savoir. Le savoir, c'est plus les bibliothèques, c'est plus le prof qui a son savoir dans la tête, formidable, on vient l'écouter. Le savoir, il est gratuit, il est accessible en un clic sur Internet, il est participatif. Prenons Wikipédia, mais on pourrait prendre d'autres sites. Il est éclaté et puis il est déjà travaillé.
surtout. Vous trouvez tous les résumés de cours que vous voulez, possibles et imaginables, sur Internet. Sont-ils bons ou mauvais? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, on les trouve. On trouve les MOOCs, je ne sais pas si vous connaissez, Massive Open Online Course. La plupart des universités, y compris la HESSO, met à disposition un certain nombre de cours gratuits, ouverts, aux gens qui souhaitent les suivre. Donc là, on a quelque chose qui est sur un rythme rapide. On a tout le temps des nouvelles choses et le savoir, il est tout le temps mis à jour par tous les gens qui participent à sa mise à jour. Si on prend les apprenants maintenant, eh bien, on voit ici qu'on est bien sûr sur ce qu'on appelle les digital natives, les gens qui sont nés avec le digital, et puis on voit qu'on a une vision plus fragmentée des choses. On est dans un rythme rapide et on aime travailler de manière, disons, plus en réseau que tout seul dans son coin. Si je prends nous-mêmes, c'est-à-dire les malheureux enseignants qui devront travailler avec cette génération, nous on est considérés, c'est le terme qui est utilisé dans la littérature, on est considérés comme des digital immigrants. Nous on a immigré, sauf si vous êtes né après 93, hein, auquel cas on parle de vous, mais autrement on a immigré dans un système qui n'était pas conçu à la base de la même façon que le système actuel. On a une tendance à la verticalité, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, il y a une autorité qui sait et qui nous donne ensuite l'information. On a une tendance à travailler de manière séquentielle, et puis pour nous, le savoir savant, ce sont les livres au sens large, mais il y a un savoir savant et il est quelque part. Pour cette génération, il n'y a pas un savoir savant et il est partout. Donc ça fait une différence, on est plus sur un rythme lent, et puis si je prends l'institution elle-même, l'école au sens large, c'est un système qui est cloisonné, dans le sens où quand on rentre en classe, on n'est plus dans le monde. Ce système, il est un peu bousculé, puisque quand on rentre en classe, on n'est plus dans le monde, mais on a quand même son téléphone et son WhatsApp qui nous permet de garder un fil avec le monde réel. Et puis, c'est organisé de manière linéaire à tout point de vue. Déjà, on organise le savoir, l'apprentissage de manière linéaire. En principe, on commence avec un truc que les gens ne savent pas, puis on les forme petit morceau par petit morceau jusqu'à la fin ils sachent. C'est une approche linéaire. On a une approche linéaire en classe avec simplement la durée de la classe. On commence à 8 heures et on termine à X heures. Et puis on a une approche linéaire aussi par rapport au diplôme, puisqu'on commence un jour, on n'est pas diplômé, et si possible, à la fin, on finit par être diplômé. Et là, on est sur un bastion, si on veut, du savoir savant. Donc on voit une ligne de fracture entre ces deux aspects, le savoir, l'apprenant, puis au fond, l'école et l'enseignant. Et reste à savoir si cette ligne de fracture si on peut aisément l'enjamber, ou si ça va être difficile à la suivre. Quelques éléments intéressants aussi, les étudiants, lorsqu'on leur donne, d'après les études qui ont été faites, lorsqu'on leur donne une ressource textuelle à lire, ils sont moins de 20% à la lire. On voit une perte d'efficacité du média. Ils passent au maximum 18 secondes par page A4, et je vous assure que 18 secondes, même si on lit vite, c'est pas suffisant pour être capable de retenir quelque chose. Et lorsqu'on leur donne des textes à lire à l'extérieur de la classe, ils ne les lisent pas, sauf bien sûr s'il y a un examen et qu'ils ont une note et que ça va être obligatoire de les avoir lus. Ce qui pose la question aussi des ressources qui sont données lors de nouvelles pédagogies telles la classe inversée. Donc la classe inversée basée sur le texte, pas sûr que ça marche. Et les études démontrent que le mode d'apprentissage texte le plus efficace, c'est si le travail est fait en groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, il y aurait 4 textes à lire, on ferait 4 groupes dans la classe, on leur donnerait les 4 textes, ils les travailleraient en groupe, puis les présenteraient aux autres, et les autres recevraient l'information de chaque groupe. Et ça, c'est la manière la plus efficace de travailler. Les étudiants ont aussi, élèves, enfin voilà, les apprenants ont aussi l'habitude de s'organiser en ruches. Qu'est-ce que ça veut dire en ruche? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que pendant que le prof explique quelque chose, ils peuvent décider de leur méthode de travail en souterrain, par exemple via WhatsApp, en décidant de répartir les tâches pendant que le prof est encore en train de parler. Parce que ça va un peu long qu'il explique les choses, il faut aller un peu plus vite. Et il y a une idée aussi de découper les tâches qui sont données, non pas en fonction de ce que le professeur attend ou veut, mais en fonction de l'intérêt des membres du groupe. Ah, moi je prends ça, ah, moi je prends ça. Et donc on a cette parcellisation qui est. Alors, quel serait le statut de la tâche? Eh bien, pour que la tâche soit considérée comme intéressante par les personnes, il s'agit qu'elle ait du sens et qu'elle soit reliée au contexte général. Donc une tâche qui est découplée du contexte général,
et qu'on n'essaye pas de la remettre tout le temps dans le contexte, eh bien, elle est considérée comme une tâche qui n'est pas très intéressante. Analysée de plusieurs façons à partir de plusieurs sources. Je vous mettrai à disposition, on a fait des enquêtes à la HESSO de Suisse romande, enfin de Suisse occidentale. On a fait 2 enquêtes, une en 2013, une en 2016, la même, enfin on l'a fait 2 fois, pour demander un peu quel était le profil des digital natives de notre institution. Et parmi les questions, il y avait dessiné votre cours idéal. Et parmi les propositions des gens, il y a quand même 500 personnes qui ont dessiné le cours idéal. Hein. Ça veut dire quand même que ça les intéresse. Eh bien, il y avait notamment le fait que les choses soient présentées sous plusieurs formes, le savoir, et qu'il y ait plusieurs sources. C'est-à-dire, les gens disaient, ce que j'aime, c'est quand il y a le prof qui dit quelque chose, mais il y a des experts, il y a un TEDx, il y a des choses comme ça qui viennent renforcer ce que le prof a dit. Alors, qu'est-ce qu'on doit devenir, nous, avec tout ce que j'ai dit là et tous les chiffres que je vous ai donnés? Est-ce qu'on doit devenir des réalisateurs de séries TV? Est-ce qu'on doit devenir des amuseurs publics? Est-ce qu'on doit se mettre au rap et être capable de sortir des punchlines telles celles qu'on a vues tout à l'heure? Est-ce qu'on doit devenir des influenceurs sur le web et les réseaux sociaux pour qu'on ait une chance que nos étudiants nous écoutent? Alors plus sérieusement, je vous ai mis plein d'idées qui ressortent de ce qu'on a dit jusqu'ici. Par exemple, est-ce qu'on devrait utiliser des emojis, des smileys pour enseigner? Est-ce qu'on devrait enseigner uniquement par vidéo? Est-ce qu'on devrait résumer nos textes en langage SMS, si possible avec que les premières lettres de chaque élément pour que ça aille encore plus vite? Est-ce qu'on devrait créer des salves d'exercices qui seraient réalisables en moins de 7 minutes pour garantir la sensation de rapidité? Est-ce qu'on devrait utiliser les réseaux sociaux? Découper le savoir en super tout petits morceaux? Est-ce qu'on devrait mélanger les données et leur statut comme le fait le 20 minutes? Est-ce qu'on devrait s'appuyer sur des mécanismes de jeu? Donc voilà plusieurs possibilités. Je vous mettrai à disposition le PowerPoint ainsi que les articles de référence, etc. après. Alors, j'arrive au bout de ma présentation. Je propose quelques pistes d'action. On va pas, au-delà de la blague, on ne va pas véritablement devenir des rappeurs. C'est un travail très spécifique. Bien, par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est de favoriser le travail en commun, même pour l'évaluation. D'avoir une évaluation qui est faite en commun des éléments. Peut-être que vous vous dites, il passe tant de temps sur le mobile, utilisons le téléphone mobile, mais il est considéré comme une chose privée. Et toutes les études qu'on a menées, nous, ou qui ont été menées par d'autres, montrent que cette génération n'a pas envie d'utiliser le téléphone mobile pour apprendre. Donc, ils ne sont pas dans une logique d'amélioration de l'apprentissage par ce support, mais par contre, ils apprécient d'avoir ce support pour s'organiser, qui est un des points importants de leur façon de voir les choses. Varier les entrées, viser une constellation de savoir plutôt qu'un savoir qui est plus linéaire. Travailler, et ça c'est peut-être le point qui moi m'intéresse le plus, alors peut-être vous aussi, je ne sais pas, c'est travailler par petites occurrences précédées et suivies de quiz. La recherche en cognition, en neurosciences, a démontré que la manière la plus efficace de stocker l'information, de la mémoriser sur le long terme pour pouvoir la ressortir, c'est pas de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous ou les étudiants, on a tendance à prendre un long truc, puis pas faire de quiz même, ou peut-être faire un quiz si on a de la chance. Ce qui est le plus efficace, c'est travailler par petites occurrences, découper en petits morceaux, et faire un quiz avant, un quiz après. Donc ça ne veut pas dire que chaque 5 minutes il faut un quiz, mais ça veut dire par exemple que commencer la classe par un quiz, en faire un deuxième, et quand je dis un quiz, c'est pas 25 questions, hein, c'est 2-3 questions, en faire un deuxième ensuite, ça permet de renforcer les choses et de les stocker de manière vraiment importante. Un autre élément, avant que je termine, s'appuyer sur eux pour générer des supports vidéo adéquats. Bien des professeurs, peut-être vous aussi, bien des professeurs se sont déjà dit « Ah cool, ils aiment la vidéo, je vais faire de la vidéo ». Alors ils se sont mis face à leur écran ou avec leur webcam ou peut-être avec un matériel plus sophistiqué et ça a ressemblé très vite à « J'ai été enlevé et je demande une rançon pour qu'on puisse venir me prendre » avec une mauvaise lumière, avec un mauvais son. Mais c'est une génération qui est habituée à Netflix. Je ne sais pas si vous suivez Netflix, la qualité des vidéos, c'est quelque chose. La capacité de se mettre en scène dans la vidéo, c'est quelque chose de particulier. Donc ce qui peut être assez puissant, c'est de demander à ces étudiants de fabriquer les supports vidéo avec nous, de façon à faire des éléments qui puissent être réutilisés par la suite.
peut-être ce point encore, placer la portion de savoir dans le contexte général, faire des allers-retours contexte, savoir et à acquérir. Je ne sais pas si c'est vraiment dû à la faible capacité d'attention continue, mais très souvent, l'étudiant de cette génération-là oublie pourquoi il est en train de faire cette tâche, et du coup, elle a de moins en moins de sens. En la replaçant constamment dans le contexte, enfin constamment, plusieurs fois dans le contexte. Donc nous sommes en train de faire quelque chose sur la génération Z, dans le contexte de cette conférence, au cas où on aurait perdu le fil, nous aussi. Eh bien, en faisant ça, on a un meilleur rendu. Voilà, j'en ai terminé avec cette brève présentation sur une génération qui est quand même assez large. Par la suite de cette journée, entre 12h et 15h30, dans cette salle, mon équipe viendra pour ceux qui sont intéressés, pour que vous puissiez tester un cours d'histoire en réalité virtuelle qu'on a développé pour faire des travaux qu'on a développé avec un historien quand même, on n'a pas tout inventé. Ce sera sur la 3e croisade et sur le krach des chevaliers. Voilà, merci de votre attention et je terminerai en vous souhaitant bon courage pour faire face à cette génération.